What's up guys, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère qu'elle a comme là. Bienvenue dans une nouvelle interview معنا في شكون. Aujourd'hui j'ai le grand plaisir d'accueillir un entrepreneur, Idir Nasser Belkbir. مرحبا بك. مرحبا merci. Voilà, je suis très ravi de pouvoir t'accueillir chez nous. Il faut dire qu'on s'est connus il y a quelques années, hein, et on s'est perdu de vue. J'ai vu ta progression à travers les réseaux sociaux, à travers LinkedIn notamment, etc. Et je suis très content de ce que tu fais pour l'Algérie. Euh, Première question, comment ça marche dans cette émission? L'émission s'appelle Shkoun. Donc la première question, généralement, c'est, je pose la question, Shkoun, Shkoun Idir, comment toi tu te définis, comment toi tu te vois. Euh, voilà, donc Shkoun Idir. مواطن جزائري بشوش alors sérieusement donc c'est Eden Nassaboutner, je suis business skill développeur, je travaille sur l'accompagnement. Alors quand on parle d'accompagnement c'est un bien grand mot, mais si on avait à définir l'accompagnement sur deux axes, la partie conseil, la partie formation. Sur la partie conseil, c'est la performance où j'active sur deux, trois leviers liés à la performance de l'entreprise, la partie commerciale, le marketing et le management de l'innovation. Aujourd'hui, une entreprise qui se veut être compétitive sur le marché, c'est une entreprise qui innove. Et qui dit entreprise qui innove, souvent on a une confusion, c'est que euh, une entreprise qui innove est une entreprise qui est de facto assimilée à une start-up. Alors que non. Pas forcément. L'innovation est un levier que toute entreprise, aussi traditionnelle soit-elle, peut activer. Et l'idée, c'est d'aller vers cette démarche-là. Sur la partie formation, alors c'est tout ce que j'ai dit avant, décliné sur la partie formation, avec une particularité, c'est un grand intérêt, une passion pour l'ingénierie de formation. C'est-à-dire qu'on ne se limite pas à former dans un contexte où la formation égale dispenser un contenu, mais la formation, c'est aussi des montages de programmes, c'est de l'ingénierie. La formation aujourd'hui, quand vous la prenez dans le cadre des entreprises, euh, à elle-même peut être l'outil ou la clé de voûte qui permet de débloquer des situations et faire en sorte que l'entreprise soit plus performante. Donc cette analyse-là, ou cette perspective-là, change un peu la démarche de la formation. C'est-à-dire la formation, ça va au-delà d'une taxe de formation, ça va au-delà d'un simple accompagnement des collaborateurs, mais ça va beaucoup plus aussi dans la stratégie de l'entreprise. Et donc, quand il s'agit de faire des montages de programmes, coucou, je suis là Très bien. au service. Alors, juste petite notion, est-ce qu'on peut expliquer ce qu'est la taxe entreprise, peut-être pour ceux qui nous regardent? Alors, toute entreprise, dans la législation algérienne, le législateur, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, Jma'a, écoutez, il y a un pourcentage de la masse salariale en brut qui est dédié à la formation. Il y a la taxe de formation, la taxe d'apprentissage. Et derrière, c'est de ce budget-là c'est sur ce budget que se basent toutes les formations corpo en Algérie pour les entreprises. Alors, à partir d'un certain nombre d'employés. Exact. Très bien. Alors, maintenant, on va essayer d'aborder un peu. On revient en arrière, hein, parce que là, il annonce vraiment la couleur, on voit le level. On revient en arrière. Qui بديت, qui كنت صغير, quand tu étais enfant, on aimerait comprendre un peu l'environnement dans lequel tu as grandi, etc., pour essayer de voir s'il a influencé un peu ton parcours, ou est-ce qu'il a eu des répercussions sur ton parcours. Donc, quand tu étais enfant, jeune, au primaire, au collège, au lycée, كيفاش كان إيدير في هذاك المومون؟ Persévérant, toujours. Pas le meilleur élève, euh, moyen, des passions pour certains aspects, notamment pour tout ce qui s'articule autour de la rédaction. Un amour inconditionnel pour les maths aussi, qui a fini par me rendre maths élève, hein. Ouais. Mais derrière, c'est aussi un parcours moyen, un parcours qui, une fois au niveau de l'université, j'ai fait Webzwa, avec un parcours purement ingénierie, autour du génie civil, des travaux publics, des matériaux de construction. Juste pour l'anecdote, à Webzwa, je me souviens, c'était avec une dame, professeur Kherché. On était en deuxième année. Elle nous enseignait un module de béton armé. C'est une initiation en béton armé. Et je me souviens, pendant l'année, je me disais, tiens, c'était ma promotrice. Ce qui a fait que 3 ans après, c'était ma promotrice autour d'une thématique beaucoup plus liée à la recherche. Mais c'est beaucoup plus. Alors, la partie études, moi, les études, de façon globale, je dis toujours que euh, vous n'êtes pas obligé de, académiquement parlant,
de suivre un parcours X pour atteindre un palier Y, sauf quand on parle de fonctions bien définies. Quand on est avocat, il faut être juriste. C'est ça. Quand on est médecin, il faut Médecin. être médecin. Après, il y a des domaines où on a cette capacité de rentrer. Il y a des passerelles qui se créent. Et l'une des passerelles, c'est le parcours professionnel. Et donc, c'est ce qui m'a poussé à faire ce que je fais. C'est qu'à un certain moment, j'ai eu un enchaînement d'opportunités. Et l'une des premières opportunités que j'avais eues, c'était Injaz. Quand j'étais à Babzois, j'avais fait un programme, peut-être un deuxième programme. Et c'était des années après, quand je revois la chose, je dis toujours que Bab tftah Bab. Mm. C'est ça. Tu Quand, commences par quelque chose et c'est une porte qui ouvre une autre porte. Et après, faut être droit dans ses bottes. Parce que par moments, ça part vite. Ça part loin. Et donc, le fait d'être droit dans ses bottes, le fait d'être persévérant, le fait d'avoir avec le mindset qui te dit, même si je fais, je dois bien faire. C'est ce qui t'amène après à, même pas temporiser, mais à modérer, à faire en sorte que ta fameuse courbe de croissance, tu maîtrises les pas. Alors, parce que si tu pars vite, après tu as une multitude de choix, c'est pas très intéressant, parce que tu peux te faire de mauvais choix. Si tu es limité dans tes choix, c'est encore moins intéressant, parce que derrière, tu auras du mal par la suite à te frayer ou à t'ouvrir un chemin. Et donc l'idée, c'est d'équilibrer et d'être comme un gymnaste ou un équilibriste et à essayer disons, d'aller de part et d'autre. Mbadaka, bon, sur la partie professionnelle, c'était tout petit. Moi, je me souviens, la première opération professionnelle que j'ai faite, c'était de vendre un équipement Vdalaria, qui n'avait pas sa place, certes, parce qu'il n'y avait pas le besoin, mais c'est de là que tu comprends qu'il y a cette notion de besoin. Ouais. Après, tu comprends que derrière, vendre veut dire besoin, veut dire profil consommateur. Et donc, automatiquement, tu dois t'intéresser au profil. Quand tu comprends que s'intéresser au profil, c'est parler le même langage. C'est-à-dire que tu as un restaurateur, là, tu as un particulier, ou là, tu as un cabinet, c'est pas la même chose, c'est pas le même jargon. Et ça, c'est des choses que j'ai apprises sur le terrain et qui, par la suite, se sont structurées quand j'ai fait un MBA en gestion organisation des entreprises, que je n'ai toujours pas soutenu, hein, pour des questions purement timing. Covid, pas de comment le Covid, peut-être l'accélération. Ouais. Mais ce qui est clair, c'est que c'est ce que tu as fait à l'ISGP? Exactement, exactement. Après, c'est une expérience très intéressante parce que ça permet aussi, disons, de rattacher certains concepts et de leur donner du sens. Ça, c'est pour un premier élément. De rencontrer des personnes. Un autre élément qui est très important aussi. Et m'ba'daka, le fait d'être au contact de profils, après, quand tu es dans le conseil et la formation, c'est bien aussi parce que ça te permet d'évaluer, de voir ce qui se fait. Benchmark inverse. Yes. T'as raison. Et c'est pas... ça fait partie du jeu aussi de faire des benchmarks. Et donc, tu vois à peu près là où on est, quelles sont les pistes d'amélioration. Et à partir de là, tu te positionnes toi-même sur le marché. Pour savoir où est d'or sur cette fameuse main. Ce que j'aime bien dans ce que tu dis, c'est que tu vois déjà comme si c'était une entreprise à la base. Alors que tu parles de toi-même, mais tu es le produit. Voilà, tu es le produit, tu te benchmark, tu vois ce qu'il y a, tu fais tes petites études de marché là, etc. Et tu réponds à un réel besoin sur le marché. C'est très intéressant ce que tu dis. Je voulais revenir sur comment une chose que tu rencontres un cas dans la vie, une opportunité, peut changer le cours de ta vie. Tu as parlé de Injaz. Est-ce qu'on peut parler un peu de cette expérience d'abord, c'est quoi Injaz? Parce que beaucoup de gens ne connaissent pas finalement Injaz, même si Hanat Benna, c'est clair. Et puis, donc, quand il fait Injaz, après, comment ça s'est enchaîné par la suite, et puis, qu'est-ce que ça t'a apporté? Et donc, cette expérience de Injaz était une expérience très intéressante. Alors, Injaz, c'est plusieurs phases. Participant, même acteur, parce que j'ai rejoint l'organisation. Et puis, quand j'ai repris les opérations, c'était un peu changer le modèle d'implémentation des programmes et aller beaucoup plus vers tout ce que je disais avant. Évaluer le besoin, mettre en place des programmes, développer le partenaire, être à l'écoute du partenaire et du bénéficiaire, parce que ça, c'est un élément important.
accompagner aussi des entreprises dans le cadre de leur stratégie ou là, de leur démarche pour l'implémentation et faire avec la jonction entre l'entreprise et le volet éducationnel. Et ça a donné lieu à plusieurs grands programmes, notamment avec la SGA, avec McFarm, avec LG, avec le PNUD, avec HSBC, la Citibank. Et donc tous ces programmes-là qui ont été implémentés, c'est des programmes qui ont été conçus sur la base d'un besoin étudié de part et d'autre, c'est-à-dire par rapport aux bénéficiaires, mais aussi par rapport à l'entreprise, ce qu'elle veut faire, ce qu'elle veut implémenter. Et on a eu des programmes qui étaient des programmes qui rentraient dans la stratégie de l'entreprise. C'était des programmes qui ont eu un écho, que ce soit à travers la région, bien que ce soit à travers le global. Et donc, tous ces facteurs-là sont des facteurs très importants dans la démarche de Ingez. Après, Ingez aussi, c'est des milliers de jeunes qui ont été formés et accompagnés sur plusieurs volets: l'employabilité, l'entrepreneuriat, l'éducation financière, l'initiation au digital, l'initiation au management de projet avec PMI Institute, et notamment un projet qui a été lancé ça fait quelques mois de cela. Et donc tous ces facteurs-là aussi font partie de l'apprentissage continu. Après, Ingez qui me relève tout début à une fin. Ingez, c'était un chapitre qui a pris fin, certes, mais dont la passion est toujours là, parce que derrière, on quitte une organisation, mais on ne quitte pas un mindset ou une famille, Oui. et c'est la vie. Tout à fait. Donc, qu'est-ce que tu retiens le plus de ton expérience? Bonne question. Sauf à Ingez, j'avais une multitude de casquettes. C'est-à-dire, d'un côté, tu as les partenaires, d'un autre côté, tu as les partenaires institutionnels. C'est aussi des partenaires, hein, quand on parle du domaine associatif. Cette relation avec les institutions m'a permis aussi de faire partie d'un comité ministériel, d'une commission ministérielle en charge de l'innovation et de l'entrepreneuriat au niveau du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Et donc, si j'avais à résumer toute l'expérience Ingez en un mot, je dirais l'écoute. Parce que, en gros, tu écoutes tes partenaires, tu écoutes tes apprenants, tu écoutes tout ce qui est opportunité. Et à chaque fois, ce que tu fais, en gros, tu écoutes, tu étudies, et tu fais en sorte de donner un rendu ou un livrable qui est en adéquation avec ce que tu as eu comme insight. Et donc, s'il y avait une compétence principale pendant presque 7 ans, ça aurait été l'écoute. C'est ce qui permet d'avoir ou de faire de l'impact. Parce que si tu n'écoutes pas, si tu fais ce que tu as dans la tête uniquement, après c'est bien par moment de faire ce qu'on a dans la tête, hein. Je ne dis pas le contraire. Mais tout cela est alimenté par des insights. Mais être à l'écoute de l'environnement, comment il est, que ce soit à l'échelle macro ou micro, c'est ce qui permet réellement d'avoir ou de laisser un impact. Et je pense que ça, c'est la recette ou bien la formule qui peut aider. Très bien. Tu vois, tu as eu un parcours d'ingénieur d'abord, et ensuite, avec Ingez notamment, ton parcours a un peu évolué. Et là, tu as commencé à réfléchir un peu plus au business. Sauf moi, quand j'ai rejoint Ingez, 5 mois, même pas. 4 mois, 3 mois. 3 mois après, c'était ma première mission de conseil. Ouais. D'accord. Donc, j'ai toujours eu cette double casquette. Être à l'écoute ou bien collaborer avec des entreprises. Ça a duré 6 ans, cette expérience-là, un peu plus. Oui, je jouais entre 2 tableaux. Et c'est ces 2 tableaux qui étaient complémentaires. Parce qu'en réalité, tu ne peux pas dissocier ta connaissance de l'environnement économique, notamment dans le contexte algérien, de ce que tu fais pour une population plus jeune. D'accord. Et une bonne... c'est-à-dire, ce que tu fais de bien là est aussi alimenté par ce que tu fais de bien ici. Et c'est ce mix des deux qui te permet réellement de bien comprendre et de bien mettre en place les éléments. Parce qu'en réalité, tu ne peux pas te focaliser uniquement sur une population, mais derrière, tu ignores toutes les entreprises et tout l'environnement qu'il y a. Et vice-versa. Tu ne peux pas te focaliser uniquement sur ce que veulent les entreprises, mais en même temps, ignorer aussi cette population qui vient et qui va arriver. On parle de génération Z. Et donc, les deux sont complémentaires. Aujourd'hui, même quand tu fais un montage d'un programme pour une grande entreprise, sur du management d'entreprise, ou bien sur de la gestion, bien sûr du soft skills,
par défaut, tu inclus aussi un volet lié à la gestion de la jeune génération. Parce que ça devient un paramètre important. La jeune génération, c'est un stage, c'est des primo-demandeurs, c'est des prestataires que tu peux avoir en externe. Et donc, tous ces paramètres-là font que, aujourd'hui, tout ce qu'on est en train de faire en Algérie s'articule autour de cette population jeune. Elle représente 70% de la population. D'accord ? C'est une population qui est persévérante. Certains partent, reviennent, certains restent, certains partent sans revenir, mais c'est la nomenclature de l'Algérie. Après, ce qu'on essaie de faire de mieux, c'est d'essayer de créer des opportunités, essayer de créer des passerelles, essayer de maximiser l'impact pour que les personnes puissent, dans ce schéma global, trouver leur place quelque part. On ne peut pas trouver sa place si derrière on n'a pas une vue d'ensemble. Tu peux pas être dans le micro et te projeter sur du macro. Ça ne marche pas. Par contre, si tu es sur du macro, si tu as une vue d'ensemble, tu peux te dire, tiens, moi j'ai envie de tester ça. Et donc tu te projettes sur du micro. Et tout c'est globalement cette démarche-là, ou bien ce mindset-là, que moi j'essaie à mon échelle de faire, de sensibiliser autour, que ce soit à travers ce qu'on fait là aussi. Mais même Badaka, si on veut réellement aller dans la continuité, moi je pense qu'on est arrivé à un stade en Algérie où il ne s'agit plus aujourd'hui de faire uniquement, mais c'est de réfléchir réellement à comment faire. Et ça, c'est un élément important aujourd'hui que tu fais de la formation. Il ne s'agit pas de faire de la formation, Bac. Il s'agit de comprendre qu'est-ce qui t'amène à faire de la formation. Quelle approche vas-tu utiliser? Quel programme vas-tu monter? Si tu fais du conseil, c'est la même chose. Tout à fait. En gros, faire du conseil, c'est bien. Mais c'est pas facturé à l'heure ou à la journée ou autre. Mais c'est de réfléchir à ce que l'entreprise va gagner. Et donc, tout ce qu'on est en train, ou tout ce qu'on est amené à faire de façon globale, est orienté vers cette question-là d'impact. Et plus on est en train d'avancer dans l'histoire de l'Algérie, plus on se focalise le plus vers l'impact. Et là, ça doit être aujourd'hui un indicateur chez nous, à titre individuel, et automatiquement, si chaque personne, chaque individu, dans ce qu'il fait, quelle que soit la nature de l'activité terre, quel que soit le background de terre, ça peut partir de la personne qui n'a jamais étudié, mais bien sûr, et vice-versa. Oui. Après ça, Idir, tu as créé une entreprise. Tu es chef d'entreprise, tu as créé Business Values. Alors, Business Values, alors comment t'expliques? C'est que c'est venu dans un contexte où on était fin 2019, ça a démarré avec un concept. On parlait, je faisais du conseil, mais c'est un concept qui était 100 Values, où j'enregistrais des capsules que je partageais sur les réseaux. C'était beaucoup plus lié au volet formation. C'était des capsules portées sur quelques éléments, sur quelques concepts clés, avec une approche beaucoup plus de vulgarisation. Par la suite, premier trimestre, Q4, le dernier trimestre 2020, là je me dis que tiens, c'est le moment aussi d'abandonner la piste contrat de consulting et de faire en sorte de créer ou de structurer la démarche, ce qui a donné lieu à la naissance de Business Values. Alors pourquoi Business Values? On a un de Values, on va pas chercher loin. Et derrière, je me suis dit, tiens, Business Values, ça c'est un nom que j'aime, que j'apprécie. Et donc c'était la naissance de Business Values. Et puis c'était commencer à être toujours dans cette approche-là où c'était, on te sollicitait par rapport à des volets, sur la partie formation, la partie conseil. Et Mbadaka, ça s'est généralisé. Aujourd'hui, focus Business Values. Business. Quelle est la différence pour toi aujourd'hui dans ta façon de faire, de le faire vraiment pour toi et de te concentrer sur ça? Et tu vois, là, c'est plus un contrat, c'est différent. En quoi est-ce que c'est différent pour toi et comment tu gères cette différence? Et quelle que soit la nature de la chose, moi je pense que c'est important de tu t'auto-challenge et derrière être dans cette posture-là du rouge. C'est-à-dire quand tu as un objectif, là des objectifs, tu travailles tes objectifs tout simplement. Après la démarche est différente d'une personne à une autre. Tu prends 1000
1000 personnes qui sont dans le conseil et la formation, chacun a sa démarche, chacun sa stratégie, chacun a sa façon de développer le business. Et donc, en réalité, on a une multitude de recettes. Et moi, en ce qui me concerne, j'ai ma façon de voir les choses, ma vision de construire des partenariats. Et c'est ce que j'essaie de faire au mieux. Après, tout ce que je fais, certes, moi, je me fixe une limite, c'est l'éthique. Ça, pour moi, c'est un élément important. Donc, automatiquement, tout ce que je le fais de telle sorte à ce que ça soit porté sur de la transparence avec les partenaires, que ce soit porté sur un socle de valeurs commun. Après, avec les personnes où on n'arrive pas à partager le socle de valeurs, eh ben, c'est pas dommage, on reste de bons amis, on se fait coucou, ça, il y a un respect mutuel, mais après, on peut ne pas être amené à collaborer ensemble, ce qui n'est pas dommage, parce que là, dans le contexte algérien, par moment, on tombe dans des considérations tiens, je ne suis pas totalement partisan de telle méthode, donc je travaille pas avec la personne. Et donc automatiquement, on est dans ce modèle-là d'adversaire, chose qui n'a pas sa place, parce que tout simplement, il y a suffisamment de place pour tout le monde. Euh, après, je pense que c'est ce qui nous aide tous à exceller dans ce qu'on fait, c'est que quand tu as de la compétitivité qui se crée, quand tu as un environnement qui est challengeant, et quand chacun de nous essaye d'apporter une solution en adéquation à ces paramètres-là, ben c'est la magie des choses. Est-ce qu'il y a une différence dans les formations que tu as fait, je sais pas si je peux l'appeler comme ça, B2C, parce que tu t'es adressé souvent à des participants, des programmes, par exemple MindJazz ou la même Business Value, je sais pas si tu le fais. Et puis l'approche, tu as conseil, formation en B2B, PME, grande structure, Alors, etc. c'est des modèles qui sont... Alors, c'est des structures, là, c'est des approches qui sont totalement différentes. Euh, D'un côté, tu as des personnes qui sont là pour acquérir de la connaissance et qui sont, par moment, regardant beaucoup plus sur le volume, d'accord? C'est-à-dire, une formation qui s'articule au B2C, c'est comme si que tu avais un chemin ou bien tu étais en train de raccourcir ce chemin-là de l'apprentissage. Ça, c'est un volet. Par contre, quand tu es dans un modèle d'entreprise, tu es beaucoup plus dans une approche montée en compétences. Donc, tu fais en sorte d'être très sélectif. Même l'entreprise ou bien les collaborateurs sont là par rapport à un élément ou bien une multitude d'éléments qui peuvent être intéressants pour eux dans leur quotidien de travail. Alors, et donc, la démarche, elle est totalement différente. Mbadaka, cela n'empêche pas l'un de l'autre. C'est que d'ailleurs, il faut juste, quand tu es dans la posture du formateur, tu adaptes ce que tu es en train de dispenser par rapport à la population. C'est-à-dire que tu ne traites pas avec une entreprise comme tu traites avec du B2C, d'accord? Et vice-versa. Tu ne t'adresses pas à des apprenants en B2C comme si que tu t'adressais à des apprenants en entreprise. D'accord? Parce qu'ils n'ont pas le même vécu, ils ne capitalisent pas sur les mêmes éléments, ils n'ont pas le même jargon aussi, ils n'ont pas le même degré de maîtrise de certains éléments d'information. Mais par contre, de la bonne formation, ou bien une formation qualitative, est une formation qui se consomme de part et d'autre. Et là, c'est un autre volet. C'est-à-dire, demain, quand tu veux t'évaluer sur ce domaine-là, tu vois ce que tu crées réellement d'impact. Est-ce que les gens sont réellement intéressés par ce que tu proposes? Et à partir de là, l'évolution ou bien l'amélioration continue est toujours là, même à titre individuel. Moi, quand je revois certaines choses que je faisais il y a quelques années, je me dis, c'était pas top. Il y a mieux. Yeah, ouais. Et derrière, le fait d'être dans cette auto-évaluation-là, fait partie du jeu. Ouais, d'accord. 10 ans d'expérience maintenant, à peu près, 10 ans d'expérience, la formation. Tu es intervenu dans des entreprises, tu es intervenu à travers des centres de formation, des écoles, etc. Est-ce que tu as ressenti une évolution sur le marché, sur les thématiques sur lesquelles tu interviens? Est-ce qu'il y a une prise de conscience sur l'importance de la formation, par exemple, des employés ou Oui, des équipes oui, oui, non, aujourd'hui, la prise de conscience, elle est là. Là, par contre, c'est le marché qui doit aussi monter en termes qualitatifs, c'est-à-dire les entreprises sont preneurs, mais derrière, il faut aussi que l'ensemble des acteurs qui sont là, qui sont sur la place, puissent fournir aussi une démarche de qualité
à l'image de la demande du client. Exactement. Et ça, c'est un autre élément important. C'est-à-dire aujourd'hui, on ne peut pas faire pour faire. Ce que je te disais tout à l'heure, c'est-à-dire faire pour faire, ça n'a pas de sens. C'est ce qui me semblait aussi, la prise de conscience. Je le ressens aussi à travers ce que je lis sur les réseaux sociaux. Euh, Quels sont les conseils que tu peux prodiguer euh, à des entrepreneurs qui cherchent à scaler leur business ou qui ont des équipes qui veulent scaler leur business mais qui n'arrivent pas? Parce que je sais que tu as fait beaucoup d'opérations, donc management. Quels sont les conseils que tu peux prodiguer à des entreprises? Ramar بصعب كيفاش تغامر. Ouais. Non mais plus sérieusement, si on parle aujourd'hui de conseils pratiques, euh, moi je dirais il y a un terme qu'on est en train d'ailleurs on en fait et pendant la discussion on l'a dit, c'est la persévérance. Ouais. Donc il faut être réellement persévérant. C'est pas parce que ça ne marche pas que ça ne va, c'est pas parce que ah ouais non, ça ne marchera pas que ça ne va pas marcher. C'est pas parce que ça ne marche plus que ça ne remarchera pas. D'accord? Et c'est pas parce que tu vois qu'il y a des blocages qu'automatiquement tu abandonnes et tu jettes l'éponge. Au contraire, la persévérance est une qualité de l'entrepreneur. Et qui dit persévérer dit aussi apprendre et dit aussi capitaliser. Donc en gros, avoir ce mindset-là de quelqu'un de persévérant, c'est aussi être en mesure par la suite d'arriver à un phénomène d'anticipation où on est en mesure d'anticiper certaines actions qui peuvent se produire. Et là, c'est encore plus intéressant parce que quand on maîtrise son métier, quand on a cette connaissance pratique, quand on est au contact du terrain, eh ben, automatiquement, on arrive à un certain moment à avoir des coups d'avance. Et ce qui nous aide aussi à éviter des cas de blocage ou d'échec et tout. Moi, sur la partie persévérance. Quelle est la limite pour toi entre persévérer, parce que tu peux persévérer jusqu'à ne plus s'arrêter, euh, et pivoter. Allez, je suis en train d'essayer, je fais un chemin, je persévère, je tente, ça bloque à un certain moment, peut-être qu'il faut pivoter. Moi, je pense à partir du moment qu'on sait que euh, on a un preneur sur le marché et que derrière, on est convaincu que ça, qu'on a des insights par rapport à cela, c'est-à-dire qu'on a de la donnée chiffrée aussi par rapport à cela, je pense que là, on est en mesure d'être dans la persévérance. Maintenant, si tout ce qui se présente à nous nous dit le contraire, ou bien tout ce qu'on arrive à quantifier nous dit le contraire, à un certain moment, au lieu de persévérer, mieux vaut pivoter. Parce que le pivot fait partie de la persévérance. Hein. C'est comme si tu essayais une nouvelle piste, C'est ça. mais une nouvelle piste qui se base beaucoup plus sur des éléments concrets que tu as. Ouais. Après, l'idée, c'est pas aussi de foncer tête baissée, quand tiens, ça marche pas, mais moi je vais rester dessus, je vais rester dessus, alors que tous les éléments, tous les indicateurs que tu as te disent, bah, c'est pas la bonne piste. Ouais. Donc, c'est beaucoup plus ça, c'est-à-dire par rapport à la lecture et par rapport aux éléments que tu as sous la main. Maintenant, si tu as des éléments sous la main qui te disent change de piste, bah, change de piste. Mais après, changer de piste ne veut pas dire automatiquement exclure. Si on prend le VTC, il y a 10 ans de cela, il y en avait qui ont essayé le VTC, ça n'a pas marché. Motif simple, la connexion Internet. Peu de smartphones. Tu ne peux pas faire un VTC sur un Nokia 3310. On est d'accord. D'accord. Ouais. Et donc, même si on assistait à un phénomène où il y avait les taxis avec le numéro de téléphone. Tout à fait. D'accord. Donc, Ouais. on avait cette proximité-là avec le transport, mais on n'avait pas cette approche-là où c'était digitalisé, où tout le process était digitalisé. Mais après, avec l'avènement de la 3G, la 4G, la généralisation du smartphone, où le smartphone est devenu une base, et on avait une offre aussi sur le marché. Mais on avait aussi des constructeurs locaux qui arrivaient à fournir des produits de la téléphonie. Il y avait aussi des entrées sur le marché. Donc il y avait une multitude de paramètres qui font que l'Algérien lambda commençait à avoir un smartphone entre les mains. Et donc automatiquement, smartphone, Android, capacité d'avoir ou iOS, capacité d'avoir une application, et donc VTC, le VTC a sa place. Mais si on revient quelques mois, années en arrière, bah, c'était pas possible. Ouais. Et donc si on prend les personnes, par contre, si les personnes qui voulaient se lancer ont persévéré dans le sens où ils ont fait une bonne analyse et ils ont fait en sorte réellement de construire un modèle qui se basait sur ces éléments-là, on aurait pu avoir une évolution tout autre. C'est ces personnes-là qui lancent des compagnies de taxi ou là qui lancent un modèle de radio-taxi. Derrière, tu appelles le taxieur, il vient, d'accord. Par la suite, tu fais évoluer le business et tu as l'application. Et derrière,
ça va t'aider aussi à construire ta part de marché. Mm. Après, bon, il y a eu d'autres acteurs, il y a eu d'autres phénomènes. Et donc, en réalité, la persévérance varie suivant ce qu'on a comme élément et suivant aussi notre capacité, ou bien, ce que je pourrais dire aussi, c'est d'avoir la politique de ses moyens et les moyens de sa politique. Mm. D'accord? Tu as deux lectures différentes, Mm. mais tu as deux visions différentes de la chose. Si tu veux te lancer dans un truc, bah, tu as la politique de tes moyens. Tu mets derrière, tu as des moyens, mais derrière, côté concept et tout, tu es au plus bas, c'est pas très intéressant. Mais il faut aussi avoir les moyens de sa politique, dans le sens où, si tu as envie, ou là, si tu te fixes un certain objectif, eh ben, il faut travailler pour, et il faut avoir les moyens pour. Maintenant, si tu n'arrives pas, ce que tu as ne te permet pas d'atteindre cet objectif-là, revoir ces objectifs à la baisse n'a jamais été un mal, Mm. tout Ouais. simplement. Tu interviens beaucoup dans ce qui est innovation, management de l'innovation, technologie, etc. Et on a vu un peu par rapport à ce que tu disais que la technologie a changé beaucoup de choses lors des 10 dernières années, dans le domaine de l'assurance, dans le domaine du transport, dans le domaine du e-commerce, dans plusieurs domaines. Euh, Comment toi tu as ressenti ce boom la technologique, télécom, start-up? Et est-ce que tu penses que les grands groupes, par exemple, que tu accompagnes, euh, comment ils se positionnent? Est-ce qu'ils sont un peu à la traîne? Est-ce que... Alors, il y a plusieurs paramètres. C'est-à-dire, aujourd'hui, quand on est dans une démarche beaucoup plus globale par rapport aux grandes entreprises, il faut savoir qu'aujourd'hui, qui dit grandes entreprises, ou même sur de la PME, dit aussi capacité à investir, et dit aussi priorité. Mm. Donc, ça dépend des acteurs sur le marché. Il y a des acteurs qui ont des priorités X, il y a d'autres qui ont des priorités Y. Mais quelle que soit la nature des priorités, ils sont conscients d'un élément ou d'une chose. S'ils veulent être compétitifs sur le marché, ils doivent, dans les priorités, prioriser le caractère innovant pour se distinguer sur le marché. Mm. Et après, ça dépend. Ça dépend. Si tu as la capacité d'investir sur de nouvelles solutions, bah, c'est bien. Si tu as, ou bien si tu es dans une approche, ou si tu es dans un modèle où tu es limité dans tes moyens, eh bien, tu vas chercher aussi à trouver le bon produit, ou là, le bon service, ou là, la bonne offre qui va permettre à tes consommateurs, ou bien à tes clients sur le marché de se dire, tiens, on reste avec lui et on va pas chez la concurrence. Mm. Et c'est ce qui fait le charme. Après, bah, c'est que quand tu vois maintenant, si tu analyses les chiffres, c'est que quand tu as des mouvements de flux entre les concurrents, ce n'est pas si mal que ça. Je pense que si on prend maintenant le secteur des télécoms, en Algérie, la moyenne, le nombre moyen de numéros par personne est de 2. Mm. Et tu as au moins 2 opérateurs. Mm. Et des opérateurs, différents opérateurs. Ouais. Et là, parce que bah, quand tu es dans telle zone, tu n'as pas de réseau et quand tu reviens, mais c'est pas si mal que ça. Après, aussi, on le voit à l'étranger. Hein. Mm. Sauf qu'à l'étranger, on a la eSIM. Ouais. Ce qui te facilite Ça beaucoup les facilite choses. beaucoup de choses, ouais. D'accord? Tu peux avoir une multitude de numéros de téléphone et sans pour autant être limité C'est ça, par la SIM dans son format matériel. tout à fait. Et c'est des choses qui vont venir à notre niveau. Et maintenant, ça doit suivre une certaine évolution sur le marché. Il y a un autre paramètre, c'est que des fois, on dit que ça prend du temps. Oui, ça prend du temps. Mais l'Algérie, ça fait pas longtemps. Oui, oui. D'accord. On est un C'est-à-dire, pays si on jeune, hein. compare le laps, le paramètre temps au paramètre 62 indépendance par rapport à d'autres nations qui sont plus anciennes, qui sont plus chevronnées, derrière, c'est aussi un excellent. On va dire, c'est très bien ce qu'on a fait jusqu'à présent. Évidemment. Qu'on arrive aujourd'hui sur plusieurs volets ou bien sur plusieurs domaines à se distinguer. Certes, il y a matière à progresser. Ouais. Il y a du terrain, il y a beaucoup de terrain qui s'engage aujourd'hui. Oui, le gap head, si on s'y met, le gap à atteindre, il est juste faramineux. Ouais. Mais après, c'est pas tant bien que mal. Et par rapport aux grandes entreprises, des fois, c'est ça le problème, c'est ce paramètre temps. Il y a de beaux projets, il y a de grands projets, mais qui ont du mal à s'inscrire dans cette perspective de l'immédiat, ou le court terme, que d'un œil externe, on se dit, tiens, c'est pas très intéressant, ils sont pas là, et machin truc, et tous les compléments, et tous les adjectifs qui vont avec. Mais après, si on revient par rapport à l'entreprise, c'est que l'entreprise, si elle veut faire un investissement, si elle veut se lancer sur un nouveau marché, ou bien apporter quelque chose de nouveau sur le marché, il est clair que ça prendra du temps, parce que ça fait aussi partie du cycle d'apprentissage. Il y a beaucoup d'entreprises, il y a un certain moment, ils ont fait de très beaux projets, certes, de forme, ils étaient bien, mais de fond, il y a eu des couacs. Et donc, automatiquement, tu as le consommateur qui ne prend pas.
Tu as le client final qui n'achète pas. Et là, parce qu'à un certain moment, dans la prise de décision, là, dans le processus de prise de décision, la phase de réflexion, il y a eu des éléments qui n'ont pas été pris en compte. Quand on a une échelle grande, ou là, quand on a une grande entreprise, l'erreur ne pardonne pas. C'est un investissement et tu n'as pas de retour sur investissement. Ce qui fait que demain, dans la suite des projets, ils sont plus regardants. Plus regardants, plus minutieux, plus de temps, et plus de temps automatiquement. D'un œil externe, on dit que c'est pas très intéressant pour nous, ça se concrétise pas rapidement. Mais ça, je pense que ça fait partie aussi, ça fait partie du jeu. Après, aujourd'hui, l'avantage dans la jeu, c'est le capital humain. Le capital humain est en nette évolution. Il y a beaucoup plus de compétences sur le marché local, les gens sont performants, et ce qui va aider aussi, si on prend l'équation, les entreprises dans leur perspective et dans leur démarche. Tout à fait. J'aime beaucoup cette notion de temporalité parce qu'il faut laisser. J'aime beaucoup cette notion de temporalité parce qu'il faut laisser le temps au temps de faire les choses. Ce qui est aussi intéressant dans ce que tu dis, c'est que tout a un lien. Innover, c'est bien. Est-ce que tout le monde est prêt à cette innovation? Non, il y a aussi un temps, la formation même en interne dans l'entreprise, des process qui changent, beaucoup de choses qui Les changent. personnes qui changent, par Les moment. personnes aussi, oui. Donc effectivement, il faut du temps pour faire les choses. C'est quoi ta vision sur le long terme, je sais pas, sur 10 ans, ou là, Moi, je suis partisan de la vision qui se travaille. Dans le sens où une vision, on peut limiter une vision à un objectif majeur, ou bien parler d'excellence, de performance, parler de multiples projets, mais dans notre contexte à nous, la vision se travaille. C'est-à-dire, si on veut réellement atteindre cette vision-là collective, bien cette vision de grandeur, certes c'est bien, mais derrière au quotidien, il faut la travailler. Donc aujourd'hui, je pense que parler ou bien être dans ce modèle-là où on se projette trop loin n'est pas si intéressant que ça, parce que derrière, si on se projette trop loin et qu'on a cette vision-là, on veut atteindre ce volet-là, mais que derrière, d'un point de vue opérationnel, ça ne suit pas. Les gens ne regardent pas devant eux, les gens n'améliorent pas n'ont pas cette perspective d'amélioration de ce qu'ils sont en train de faire au quotidien. C'est pas aussi intéressant parce que dans 10 ans, on peut se projeter autant qu'on veut, mais dans 10 ans, on va se retourner en arrière, oups, on s'est raté parce qu'on n'a pas bien fait les choses au départ. Mais aujourd'hui, je pense que derrière, il faut se fixer des missions continuelles, des améliorations continuelles, faire en sorte d'améliorer le quotidien, parce que tout cela va servir la vision globale. Et cette vision globale, elle est quasiment la même. On parle d'excellence sur plusieurs domaines, on parle de performance, on parle à l'échelle d'un pays d'une vitrine Algérie encore plus éclatante, on parle à l'échelle interne d'entreprises encore plus compétitives, on parle d'exportation, on parle d'une meilleure économie, d'une digitalisation. Les paramètres de moi, je pense qu'aujourd'hui, ils sont dans le jargon. On a suffisamment parlé. Et derrière, à un certain moment, au lieu de se projeter sur l'avenir, il serait intéressant aussi de faire des actions à court terme pour améliorer les choses et faire en sorte que cette vision-là, que cet environnement-là qu'on souhaite atteindre, eh ben, ça va se faire de facto. Je te donne juste un petit exemple. On disait on veut l'indépendance. Ouais. D'accord. L'indépendance, c'est l'objectif majeur. Ils ont travaillé pour. Mahouj dans un volet, on veut une indépendance avec tant d'éléments, tant d'éléments, tant d'éléments et tant d'éléments. Parce que pour eux, ce qui était prioritaire, c'était l'indépendance en soi. Ouais. Aujourd'hui, on est indépendant, mais derrière, ce qui est prioritaire, c'est le fait d'avoir une économie qui est forte, avoir des entreprises qui sont fortes, qui sont étincelantes, avoir une vitrine Algérie qui a cette capacité-là d'attirer. Et donc, ce qui nous intéresse le plus, c'est tiens, en 2024, qu'est-ce qu'il y a lieu d'améliorer? En 2025, quels sont les blocages on doit plus entendre parler de certains blocages? Bon, aujourd'hui, je suis très content parce que depuis, il y a toute une campagne de sensibilisation qui se fait actuellement par rapport au ministère des Finances pour digitaliser le paiement des impôts. Pour les grandes entreprises, ça se faisait à travers du BATIC, une plateforme dédiée. Maintenant, même pour les petits commerçants, c'est quelque chose qui est automatisé. Et ça, c'est excellent. Ben oui, c'est une avancée. Et là, parce que tu peux te laisser la facture de ta station à gaz de la carte, tu payes ta facture de téléphone, ta facture d'eau, mais aujourd'hui aussi, tu as cette capacité-là, et bien avec ta carte aussi, de régler tes impôts. Et ces petits gestes vont faire en sorte d'augmenter
le fait que les gens utilisent de plus en plus, réduisent la liquidité et se disent, tiens, moi, au lieu d'avoir mes 10,000 في الجيب اللي risque طيح, eh ben, j'ai ma carte, je sais qu'elle est téléphone, elle est bien à l'abri et tout. Et même si elle disparaît, je perds pas de la valeur monétaire. Bien sûr, tu la bloques. Je bloque, je redemande. Certes, ça va être, je traîne chouïa, je passe ça au niveau de la poste, je retire un chèque et tout. Mais je garde cette valeur-là. Je sécurise mes transactions. Et donc, si on avait à discuter, je pense que ça n'en finira pas. Je suis d'accord. Tu penses que la création du nouveau ministère, enfin, les startups, a changé des choses? Oui. C'est un apport très significatif, hein. En quelques années, on voit que le ministère, à travers le ministre en lui-même, ils ont donné une très belle impulsion. Il y a beaucoup de belles choses qui sont là. Il y a des choses qui sont en train d'être améliorées, et ça va dans l'enchaînement des choses, hein. C'est la logique, même eux en sont conscients. Et donc, le rapport ne peut être que bénéfique pour l'Algérie, pour le jeune de façon globale. Et aujourd'hui, il faut réfléchir continuité, terrain, qu'est-ce qu'il a à lui faire, qu'est-ce qu'il a à lui d'améliorer, et le reste suivra avec la bonne volonté de tous. Pour finir, comment on peut, en tant que chef d'entreprise, différents acteurs du secteur, etc., comment est-ce qu'on peut travailler ensemble? Parce que l'amélioration, j'aime. Essayer de s'améliorer chacun dans son coin, c'est bien. Disons qu'on va parler dans un jargon algéro-algérien, niftana, on le modère un petit peu. Dans le sens où il faut réfléchir beaucoup plus, intérêt collectif, intelligence collective, et se dire que seul on peut rien faire. Là, on le voit dans le jargon populaire, et aujourd'hui, c'est ça le plus important, c'est-à-dire être seul ne va pas servir l'intérêt du collectif. Après, être avec ce modèle de clan ne peut pas servir l'intérêt du collectif, parce qu'à partir du moment où on exclut, on ne peut plus parler de collectif. Si à un moment on parle d'exclusion, on n'en a pas besoin, le groupe non, non, et ben automatiquement le collectif va être terni. Par contre, si on est dans ce modèle ta'win, on met la main dans la main, on est tous différents, et ça, 8 milliards d'habitants, à ma connaissance, chacun est dans son kiff, dans son délire. Et on ne peut pas penser les 8 milliards à la même chose en même moment. Ça relève de l'impossible. Et donc, automatiquement, notre différence fait notre force. Après, il faut aussi qu'on sache communiquer les uns avec les autres, qu'on comprenne aussi à échanger, qu'on se mette en tête que l'autre est différent, que je parle à une personne différente. La personne à qui je parle, ce n'est pas la même que moi. D'accord? Et cette acceptation, ce travail-là, individuel, pourra améliorer le travail collectif, et à la fin, on se rendra compte que derrière, quel que soit ce que vous voulez, quel que soit ce que vous êtes amené à faire, quel que soit ce que vous faites au quotidien, et bien à partir de si on trouve un intérêt commun, et si on réfléchit collectif, on pourra concrétiser des choses. Très bien. Bravo. Merci. Un dernier message. Comment tu pourrais finir cet échange? Rebloha en 2024 et faites de belles choses. Et je pense que ce qu'on pourra dire aussi, c'est que derrière, aujourd'hui, ne faites pas pour faire, mais faites du qualitatif, et faites en sorte de laisser de l'empreinte et de laisser de l'impact. Belle parole pour 2024. Où est-ce qu'on peut te contacter? LinkedIn, Eden Nasser Belkbel, joignable. Voilà. Tant que je suis réveillé, ça va. Je suis pas occupé. Il est très réactif sur LinkedIn, j'avoue. Merci beaucoup, Idir, pour cet échange. Vraiment, ça m'a fait merci pour l'invitation. Voilà, j'espère qu'on aura l'occasion de se revoir. De se revoir et de parler encore. Pas dans 10 ans, par contre. Non. Et on parlera des évolutions qu'on aura vues d'ici là. Inch'Allah. Merci beaucoup. Merci aussi à vous, chers amis, pour avoir encouragé l'émission. À chaque fois, je vois les messages de welcome, les commentaires, etc. Franchement, c'est des choses qui nous font plaisir et qui nous encouragent à donner plus et à inviter des personnes aussi intéressantes qu'Idir. welcome. À la prochaine émission. Prenez bien soin de vous et à très vite. Salut.